Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Le 18 juin 2022, à la Fondation Daune Thiers de Paris, s'est tenue la première journée de rencontres organisée par le comité scientifique de l'Osmothèque sur le thème « Mémoire et parfum ». En collaboration avec l'Osmothèque, Né vous propose de redécouvrir plusieurs de ses interventions. En préambule aux conférences enregistrées lors de cette journée, Isabelle Chazot, responsable des relations avec les chercheurs et présidente du comité scientifique, et Anne-Cécile Pouhan, directrice déléguée de l'Osmothèque, nous ont reçus dans leurs locaux sur le campus de l'ISIPCA à Versailles. Elle nous explique la mission de ce conservatoire international des parfums, pionnier dans la préservation du patrimoine olfactif. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. Versailles, le campus de l'école française d'études supérieures en parfumerie, produits cosmétiques et formulations d'arômes alimentaires, plus connu sous le nom d'ISIPCA, abrite un conservatoire unique au monde, véritable lieu de mémoire du parfum, l'Osmothèque. Mon rendez-vous avec Anne-Cécile Pouhan et Isabelle Chazot commence dans un lieu sécurisé, fermé à double tour. Je comprends vite pourquoi. Anne-Cécile Pouhan. Donc ici, nous sommes au cœur de l'Osmothèque, dans la cave dans laquelle sont préservés les 5000 parfums de la collection, les milliers de matières premières qui nous permettent de refaire un certain nombre de ces parfums. C'est également ici, dans cette cave, que sont refaits les parfums de l'Osmothèque pour un certain nombre d'entre eux, à savoir des parfums anciens, disparus, que nous refaisons, comme le disait Isabelle, sur la base de leur formule d'origine. Donc l'Osmothèque, c'est quoi concrètement ? C'est un conservatoire de parfums, le seul et unique conservatoire de parfums au monde. C'est une idée germée il y a plus de 30 ans dans la tête de parfumeurs passionnés pour retrouver les sources de l'histoire du parfum. Donc ces parfumeurs, autour de Jean Kerléo, travaillaient au sein de la commission technique de la Société française des parfumeurs à ce qu'on appelle la classification des parfums. Et dans le cadre de leurs activités de classification, ils faisaient souvent référence à des parfums disparus qui étaient en quelque sorte des chefs de file de familles qui ont ensuite eu des descendances assez importantes dans la parfumerie. Donc en faisant ce classement qui permet de faire la généalogie des parfums, ils se sont aperçus que se souvenir et se rappeler les mémoires, par le biais de leur mémoire, le parfum, c'était très intéressant, mais pas suffisant. Et ils ont eu envie, finalement, de se remettre sous le nez ces parfums qu'ils évoquaient dans le cadre de leurs travaux. Et c'est de là qu'est née l'Osmothèque, l'idée de sentir le passé, de sentir l'histoire de la parfumerie. Ils ont commencé avec un parfum, puis 2, puis 10. Aujourd'hui, il y a 5000 parfums dans cette collection. Donc l'Osmothèque, c'est un conservatoire de parfums. L'origine du mot osmothèque, osmo, osmé, odeur, theke, rangement, donc une bibliothèque d'odeurs, de parfums. Donc comment fonctionne l'Osmothèque ? Comment fonctionne la cave de l'Osmothèque ? La cave de l'Osmothèque, c'est le lieu où nous mettons immédiatement après leur arrivée les parfums de la collection dans des conditions optimisées de conservation. Donc dans des frigos à 12 degrés, ce sera la température constante à laquelle nous conservons les parfums tout au long de l'année. Dans des flacons anti-UV, donc pour protéger les parfums de l'impact de la lumière sur eux. Et dans chacun de ces flacons, nous mettons un gaz inerte, plus lourd que l'air, qui nous permet d'éviter l'oxydation, donc le contact avec l'oxygène. Moyennant quoi, ces parfums sont mis en conservation dans des conditions optimale. Ce qui ne veut pas dire que le temps ne va pas faire son œuvre et qu'ils ne vont pas s'abîmer, mais on ralentit le processus et surtout, dans cette cave, comme on l'a dit, on refait régulièrement les parfums quand ils arrivent à un stade où ils ne sont plus parfaitement présentables. Donc c'est toute l'œuvre de l'Osmothèque de préserver pour le plus longtemps possible quelque chose qui par essence est évanescent. Donc les flacons qui sont rangés dans cette cave, on les appelle, nous ici dans notre jargon, les flacons mères. Nous avons des concentrés et des dilutions de parfums
préférons conserver les concentrés et nous utilisons les dilutions pour les besoins de médiation culturelle. Donc nous préservons dans ces flacons mères des petites quantités que l'on met dans ce qu'on appelle ici des marmottes. Et donc les marmottes, ce sont les petits échantillons avec lesquels nous travaillons pour présenter ces parfums. Donc cette collection, c'est une collection fragile, complexe à conserver. C'est une collection d'œuvres par essence évanescentes. Donc c'est un travail de tous les jours de la surveiller, de l'évaluer et d'identifier les parfums qu'il faut refaire. Ça demande également un travail important de recherche de matières premières, puisque nous travaillons ici avec des matières premières qui ne sont, pour refaire les parfums, qui ne sont pas forcément des matières premières utilisées aujourd'hui sur le marché. Donc, qui dit parfum ancien, dit travail pour aller retrouver les formules, les savoir-faire, les gestes et les matières et bases qui permettent de refaire ces parfums. Dans la cave, les flacons sont conservés à l'abri de compartiments réfrigérés. Parmi tous ces trésors olfactifs, Isabelle Chazot choisit un parfum emblématique. Alors là, vous sentez un parfum qui s'appelle Fougère Royale, qui date de 1884. Nous l'avons refait à l'Osmothèque à partir de la formule originale de cette époque-là. C'est un des premiers exemples de l'utilisation des produits synthétiques dans la parfumerie, donc le démarrage de la parfumerie moderne. Fougère Royale a une grande importance pour son époque, un parfum de la maison Houbigant, qui était une maison extrêmement prestigieuse à cette époque-là, et ça a été le chef de file de toute une famille de parfums qui s'appelle la famille Fougère, justement, et qui est une famille fondée sur l'accord Fougère, un accord qui est composé justement de coumarine, cette matière première synthétique nouvelle, de lavande, de bergamote, de géranium. Cette famille a donné de nombreux parfums, en particulier de la parfumerie masculine, et vous connaissez Dicky, Canoë, Brut de Fabergé, Jazz de Saint-Laurent, Tsar de Van Cleef par exemple, Légende de Montblanc et beaucoup de parfums, jusqu'à des parfums très actuels. Autant au départ, les parfums sont faits pour être sentis par le public, et donc vraiment nous avons des conférences où nous permettons au public de sentir ces parfums, autant l'accès à la cave elle-même est strictement réservé à quelques personnes qui évaluent la collection ou ont besoin de refaire certains parfums selon un protocole tout à fait défini. Mais la cave n'est pas en accès libre puisque c'est vraiment le cœur de la collection et la fonction de préservation de l'Osmothèque qui est la plus importante. La cave, c'est un petit peu les réserves de ce que serait un musée, donc un accès réglementé, absolument réservé aux osmothécaires parfumeurs qui travaillent à l'Osmothèque. En ce qui concerne les formules, elles sont bien sûr secrètes. Vous savez que les formules dans le monde de la parfumerie sont secrètes, mais elles ont été confiées à l'Osmothèque. Un certain nombre de formules ont été confiées pour qu'on puisse refaire les parfums à partir de la formule originale. Ces formules sont conservées dans un coffre, dans une banque, et le protocole d'accès à ces formules est très strict. Il y a plusieurs personnes qui doivent être convoquées, 3 personnes qui doivent être convoquées pour pouvoir ouvrir le coffre, et la personne qui a accès à la formule, qui a été mandatée par l'Osmothèque dans des conditions très précises, doit détruire les documents auxquels elle a accès quand elle refait le parfum. Donc c'est vraiment un protocole très strict qui permet à l'Osmothèque de refaire des parfums d'après la formule d'origine. C'est la confiance qui permet à un certain nombre de marques de donner leur formule, ou à certains descendants de grandes maisons de donner les formules à l'Osmothèque dans une optique de conservation. Nous avons dans la cave de l'Osmothèque de nombreuses matières premières qui servent à refaire les parfums selon la formule originale. Et comme ces parfums ne sont destinés ni à être portés ni à être vendus, l'Osmothèque n'a pas le devoir de respecter la législation en cours. Ce qui permet de refaire le parfum au plus près de la formule originale, parce que vous savez qu'un certain nombre de matières premières sont désormais interdites ou limitées. Le rôle des osmothécaires est très important puisqu'ils doivent évaluer régulièrement la collection de parfums et ils doivent aussi décider quand il faut refaire un parfum. Alors,
Il y a des repesées en interne, donc un osmothécaire mandaté par l'osmothèque peut refaire une formule en repesant un à un tous les ingrédients avec un souci scrupuleux d'exactitude. Et quand elle n'a pas la formule, l'osmothèque peut aussi demander à des partenaires extérieurs, à des maisons de composition, de refaire le parfum d'après la formule originale pour l'osmothèque. Et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ces parfums régulièrement dans la cave de l'osmothèque. Donc à côté de ces repesées qui sont faites en interne ou qui sont demandées aux maisons de composition pour les parfums disparus, la collection de l'osmothèque est enrichie tous les jours par la création d'aujourd'hui. C'est une collection vivante qui est en marche. Le patrimoine de demain se prépare aujourd'hui et j'aime de façon amusée citer les étudiants qui aujourd'hui nous demandent des vieux parfums des années 70. C'est l'antiquité de la parfumerie pour eux. Donc la collection pour les parfums, on va dire contemporains, donc cette collection contemporaine au sein de l'osmothèque, elle se nourrit chaque jour évidemment des créations des grandes maisons, des maisons patrimoniales, des maisons de la parfumerie installées, mais aussi, et se passe dans cette parfumerie des choses très intéressantes, de création de plus petites marques, plus confidentielles ou de marques de créateurs, dans lesquelles souvent on trouve une marge d'expression et de créativité très intéressante, dans laquelle se trouvent peut-être les prémices de choses qui seront très intéressantes à avoir préservées pour demain, indépendamment du succès commercial que rencontreront ces créations aujourd'hui. On a un exemple assez amusant dans le temps de ce genre d'exercice. C'est par exemple un certain parfum de Paul Poiret, donc le fruit défendu, qui n'a pas rencontré de succès à l'époque de son lancement, mais qui est un jalon très intéressant pour voir à quel moment est arrivée dans la créativité des parfumeurs l'envie d'aller vers une voie gourmande, fruitée. Ce fameux fruit défendu de Paul Poiret, c'est effectivement à l'époque où il sort en 1914 un ovni olfactif. On est à contre-courant de ce que propose la parfumerie et Paul Poiret, qui est un personnage particulièrement attachant, intéressant et qui sera donc un couturier parfumeur, le premier, va faire cette proposition complètement folle d'aller dans cette veine gourmande fruitée pour laquelle il ne rencontrera pas son public très clairement et ce parfum va être oublié très rapidement dans l'histoire et l'osmothèque est le seul endroit où on peut le sentir. Paul Poiret, c'est typiquement le personnage qui avec ses parfums, parce que Paul Poiret était un couturier, mais qui va faire des parfums, alors pas sous son nom, sous le nom des parfums de Rosine, du nom de sa fille. Donc c'est ce qui explique qu'on ne fasse pas forcément le rapprochement entre Paul Poiret et les parfums de Rosine. Paul Poiret va avoir une approche très audacieuse. Il va être le premier couturier à penser que le parfum peut être l'accessoire ultime de la parure qu'il crée pour les femmes. Et donc, il va être le premier couturier à s'intéresser au parfum et à proposer un parfum à ses clientes. Cette idée aura des descendants plus tard, puisqu'après lui, bon nombre de créateurs de mode vont aller dans la parfumerie. Paul Poiret contribue à la naissance de ce mythe du couturier parfumeur, mais vous savez, tout le monde sait que les couturiers font de la couture et que les parfumeurs font des parfums. Donc en fait, c'est Henri Almeraz qu'on retrouvera dans l'histoire de la parfumerie qui va créer ce parfum pour Paul Poiret. Mais ce parfum totalement disparu, marqueur très intéressant et à contre-courant, c'est tout l'intérêt d'un conservatoire, de pouvoir remettre au bon endroit de l'histoire et de la chronologie le moment où les outils, la technique, l'avancée de la palette du parfumeur et l'audace et la créativité du parfumeur créateur vont permettre d'aller dans cette veine gourmande fruitée. À quelques pas de la cave que nous refermons soigneusement à clé, une autre pièce nous attend. Un lieu ouvert à tous, réservé à l'accueil des visiteurs. Donc nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle le showroom de l'osmothèque. Le showroom, c'est cet endroit merveilleux, rempli de plus de 500 flacons ici, avec un orgue de parfumeur, avec un espace d'ouvrage dédié à la parfumerie, qui est notre librairie. C'est là où on reçoit nos visiteurs pour faire un sas, on va dire, d'entrée dans le sujet parfum. C'est aussi notre salle de réunion et en fait nos bureaux. Il est important de comprendre que l'osmothèque n'est pas un musée. Donc, quand on arrive ici, on n'arrive pas dans un musée avec un parcours. On est dans un conservatoire. Donc, notre raison première d'existence, c'est la collection que nous avons vue tout à l'heure dans la cave. Ici, on voit le flacon, on voit la palette du parfumeur à travers l'orgue. Et c'est une façon d'entrer dans le sujet.
Dès sa création, l'Osmothèque a mis en place, puisqu'elle n'était pas un musée, mais un conservatoire, des médiations olfactives sous forme de conférences olfactives, qui sont pour elle, en fait, le moyen de découvrir la collection et d'aller piocher dedans, en fonction des sujets qu'elle propose au public, des parfums emblématiques illustrant le thème des conférences olfactives. Donc, ce que l'on fait le plus souvent, c'est une conférence sur l'histoire de la parfumerie, qui est finalement la façon la plus étendue dans le temps d'aller piocher les parfums. On remonte 2000 ans d'histoire à partir de cette collection. La conférence olfactive, il y a 30 ans, c'était quelque chose de très novateur, surtout qu'elles étaient dispensées et qu'elles sont toujours dispensées par des parfumeurs, donc des gens qui, il y a 30 ans, n'étaient pas médiatisés comme aujourd'hui, qui travaillaient dans leur laboratoire, qu'on ne connaissait pas, que le grand public en tout cas ne connaissait pas. Et pour reprendre l'expression de Yuri Gudzats, un des fondateurs donc, de l'Osmothèque, il avait eu cette citation célèbre qui était le titre d'un article « Parfumeur, ton nom est personne ». Et en fait, l'Osmothèque a dès le début eu envie de mettre dans la lumière ces créateurs de l'ombre qui étaient à l'origine de parfums d'anthologie qu'un certain nombre de personnes du public sentaient, portaient, avaient pu sentir dans leur entourage. Donc il y a eu vraiment cette volonté de lever un peu le voile pour faire découvrir ce qui se passait en fait avant que le parfum soit sur le marché à disposition du public. Donc qui sont les créateurs, ce qu'ils avaient fait par ailleurs, comment ils travaillaient, avec quelle palette, est-ce qu'ils avaient une signature, pour quelle maison ils avaient pu créer. Donc il y a vraiment eu cette envie de l'Osmothèque de faire découvrir ce monde du parfum au-delà de ce que pouvait en dire le packaging, la publicité et ce qu'en disaient les médias à l'époque. Les conférences maintenant à l'Osmothèque sont très nombreuses, il y en a plus de 100 par an. Et il y a des conférences sur l'histoire du parfum, une histoire générale, ce qui permet de montrer l'évolution des relations des hommes avec le parfum. C'est vrai qu'on essaye de remonter le plus loin possible et de parler de cette relation particulière qui existait entre le parfum et les hommes comme manière d'honorer les dieux. Ensuite, c'est devenu aussi un moyen de se protéger des miasmes et des maladies. Et puis, du parfum qui soigne, on est passé au parfum qui est devenu un arme de séduction massive, selon l'expression de Jean-Claude Héléna. Et aujourd'hui, il est un accessoire ultime de la parure, de la personnalité, du bien-être et une expression parfois de la singularité de chacun. En fait, ces aspects de la parfumerie ont évolué avec le temps. Et pour nous, c'est très important de pouvoir passer en revue les 2000 ans de création de la parfumerie, en redécouvrant aussi toutes les grandes évolutions, la révolution de l'alcool, la découverte de l'alcool qui a été la première révolution, la révolution de la synthèse, l'influence des couturiers parfumeurs, puis le poids de la mondialisation et du marketing. Et tout ça à travers un voyage dans des parfums qu'on peut sentir. C'est ça qui est très important. Et on va sentir des parfums de Houbigant, de Pivert, de Roger Gallet, de Guerlain, de François Coty, de Volnay, de Lubin. Ces belles et grandes maisons patrimoniales françaises, car on peut sentir la parfumerie, on peut la comprendre en retrouvant les ancêtres de tous les grands parfums qu'on connaît actuellement. On fait aussi, on a un grand intérêt pour les maisons de couture, pour la maison Poiret, pour Chanel, pour Patou, Schiaparelli, Balmain, Nina Ricci, Piguet, Balenciaga, ce qui nous permet de découvrir non seulement les couturiers, mais aussi les parfumeurs qui sont derrière ces créations, comme Henri Almeyras, Robert Bien-Aimé, Germaine Cellier, Francis Fabron, Jean Carle et bien d'autres. Tous ces parfumeurs sont des géants de la parfumerie qui ont eu une grande importance et, comme on l'a dit, qui sont aujourd'hui remis en valeur. Et un des objectifs de l'Osmothèque est de remettre en valeur l'histoire de la parfumerie à travers ses créateurs et aussi de remettre tous ces parfums en lumière en tant qu'œuvre d'art. Et c'est une des missions de l'Osmothèque de montrer qu'elle préserve l'histoire d'un art. Donc à côté de ces grandes conférences qu'on fait régulièrement sur l'histoire de la parfumerie, nous avons également des prises de parole plus pointues sur des aspects précis de cette histoire du parfum, sur un créateur, sur une matière première, sur un accord, une maison.
une période. En fait, les sujets sont très variés, tant notre collection est riche et elle prétexte finalement à prendre la parole sur toute cette histoire du parfum. Alors, cette histoire du parfum, elle nous permet effectivement d'apprendre, de découvrir, mais aussi pour les professionnels de s'inspirer, peut-être de retrouver les racines de leur métier et finalement d'avoir des pistes de réflexion pour créer pour demain. Donc c'est toute la magie de ce lieu qui a un pied dans le passé et puis un pied, on va dire, tourné vers l'avenir, puisqu'il n'y a pas de création demain sans connaître et comprendre ce qui nous a précédés. Et ça, c'est valable dans toute forme d'art et ça inclut le parfum. Donc nos conférences sont faites à partir du site de Versailles, notre site historique. À Paris également, nous intervenons au moins une fois par mois à Paris pour des grandes conférences thématiques, donc ouvertes à tous les publics, professionnels, étudiants, grand public. Et c'est une des particularités de l'Osmothèque de parler à tous les publics. Évidemment, nous avons des prises de parole réservées à certains publics, où on aborde les choses de façon plus pointue, mais les grandes conférences parisiennes sont ouvertes à tous. Évidemment, pour sentir, il faut être présent. Donc même si le Covid nous a un peu forcé, comme tout le monde, à nous réinventer et à mettre en place des séminaires, on va dire des webinaires, et de digitaliser nos prises de parole, le principe de fonctionnement de l'Osmothèque, c'est toujours de sentir. Donc tout ce qu'on va raconter et explorer sur l'histoire du parfum est illustré olfactivement, puisque toutes ces prises de parole ne sont que prétexte à aller piocher dans cette collection pour la sentir et illustrer ce qu'on va pouvoir évoquer lors de ces conférences. Nous intervenons également en dehors de nos murs et en dehors du cercle parisien, puisque l'Osmothèque a la grande chance d'être invitée évidemment en France, mais aussi dans le monde entier. Donc en France, nous sommes invités régulièrement dans des institutions culturelles, mais aussi, et c'est peut-être moins connu de l'Osmothèque, dans des EHPAD, dans des écoles. Nous intervenons même dans des prisons. Donc à chaque fois que nous avons une possibilité de venir faire découvrir, partager, c'est vraiment la deuxième mission de l'Osmothèque, la transmission. Et donc toutes ces occasions sont finalement des occasions de présenter cette collection à des publics très variés. On commence tôt à l'Osmothèque, puisqu'on a même en place des ateliers mini-nés, petits-nés, donc à partir de 2 ans jusqu'à 77 ans et plus, on fait découvrir avec des prises de parole adaptées les parfums. Alors pour les plus jeunes, c'est plus les matières premières et c'est plus une sensibilisation, donc une forme d'éducation. Donc voilà, éduquer fait partie des missions qu'embrasse l'Osmothèque. On a la chance d'avoir une seule Osmothèque au monde, donc elle est invitée dans le monde entier pour aller porter cette bonne parole du patrimoine du parfum, donc qui est un objet culturel passionnant et que le monde entier nous envie. On a aussi des visiteurs qui viennent du monde entier pour sentir certains parfums de nos collections. Nous avons évoqué tout à l'heure le fruit défendu de Paul Poiret. Il faut venir à l'Osmothèque, où que vous soyez dans le monde, pour sentir ce parfum. Donc il y a un très bon accueil de ce patrimoine du parfum et de cette institution culturelle un petit peu hybride, un peu particulière dans le monde entier. Donc les musées nous accueillent, les ambassades, à chaque fois que l'occasion est proposée de faire briller un petit peu ces grandes marques et ces marques patrimoniales de la parfumerie, nous répondons présents pour aller partager ces trésors de l'Osmothèque. Après la conservation et la transmission, Isabelle Chazot nous explique un 3e axe de la mission de l'Osmothèque, la recherche. Ce n'est pas un axe complètement nouveau, ça existe depuis longtemps. Il y a de nombreux chercheurs qui prenaient contact avec l'Osmothèque pour demander des informations, pour venir sentir les parfums. Et aussi, l'Osmothèque s'est toujours nourrie des recherches des grands chercheurs dans différentes disciplines, une fois qu'elles étaient parues, et elle s'est ingéniée à les faire connaître au public. Aujourd'hui, la création du comité scientifique, qui est relativement récent puisqu'il a fêté sa première année d'existence le 1er octobre dernier, permet de donner un coup d'accélérateur à ce domaine de la recherche à l'intérieur de l'Osmothèque. Alors, de qui est constitué ce comité scientifique ? De chercheurs universitaires, une dizaine, pour l'instant francophones, et ce comité scientifique va s'élargir et sa caractéristique est d'être pluridisciplinaire. Il est constitué d'historiens de l'art, de chimistes, de philosophes, de littéraires. Le but est vraiment de contribuer à la recherche sur l'histoire du parfum.
L'idée est de multiplier également les relations entre les chercheurs universitaires et le monde des parfumeurs, d'établir des ponts entre ces deux univers qui en fait ont beaucoup à gagner à se connaître mieux. Le comité scientifique a une action régulière, se réunit régulièrement et établit de nombreux liens avec des chercheurs universitaires en France et à l'étranger. Et c'est vrai que depuis le colloque de 2018 à Oxford sur la médialité des odeurs, nous sommes de plus en plus invités à participer à des colloques, à des journées d'études. Et nous tissons des liens à la fois avec les chercheurs universitaires, mais également avec des parfumeurs qui souhaitent contribuer à cette recherche et apporter leurs connaissances, peut-être plus techniques, ils apportent leurs connaissances de parfumeurs pour contribuer à cette recherche universitaire. Alors, le comité scientifique fonctionne avec une dizaine de membres, issus tous de la recherche universitaire, qui sont évidemment passionnés par le parfum et qui ont une approche très spécifique de leur domaine. Nous avons des réunions d'orientation sur les pistes de recherche autour d'un thème, et ce thème, c'est très important, il est en lien avec l'histoire, avec l'ADN de l'osmothèque, c'est mémoire et parfum. Et d'ailleurs, nous avons déjà organisé en juin dernier, le 18 juin à Paris, une journée de rencontres sur ce thème, mémoire et parfum, et nous avons réfléchi à différents aspects comme la réminiscence, le patrimoine olfactif et l'importance de la mémoire dans le travail du parfumeur créateur. Nous sommes en train de monter une journée sur l'anthropologie des odeurs avec une collaboration avec le musée du Quai Branly, et nous avons aussi un certain nombre de projets de publication, et en particulier une publication scientifique sur la classification, sur la nomenclature des parfums, des différentes sortes de parfums qui sont refaits à partir de formules d'origine ou à partir de recettes anciennes. Ce comité fonctionne toujours en collaboration avec l'osmothèque, bien sûr, et toutes les activités. C'est un complément de tout ce que fait déjà l'osmothèque au jour le jour. Alors, il est axé sur la science des parfums, bien sûr, un comité scientifique, mais aussi, au sens large, sur l'histoire du parfum, sur tout ce qui fait le parfum, et ça peut être aussi lié à l'histoire, à la sociologie, à l'évolution des mentalités. On parle aussi du parfum dans la littérature, on parle du parfum dans les neurosciences, donc c'est tous ces aspects qui intéressent le comité scientifique. En plus du travail de recherche qui est fait par les osmothécaires sur les parfums de la fin du 19e, du début du 20e, ce travail de recherche de formules, ce travail spécifique est fait en particulier par les osmothécaires. Alors, le comité scientifique a toutes sortes de projets, et aussi de s'intéresser aux parfums très anciens, à certains parfums de l'Antiquité. À l'osmothèque, nous avons un parfum qui a été refait par Jean Kerléo en 1996, donc c'est déjà ancien, mais ce parfum est particulièrement intéressant parce qu'il amène à tout un questionnement sur la parfumerie, les parfums de l'Antiquité. C'est un questionnement beaucoup plus général. Et en fait, on peut se dire qu'à chaque fois qu'on va faire une investigation sur un parfum, ça peut être aussi un parfum du XVIIIe, du XVIIe siècle, ça va apporter un faisceau de questions auxquelles le comité scientifique va essayer, par toutes ses compétences, d'apporter des réponses. Je réalise à quel point toutes ces expertises mises en commun peuvent produire des prouesses comme ce parfum royal. Une fragrance reconstituée que l'on croirait surgie de l'Antiquité. Explication d'Isabelle Chazot. C'est intéressant de sentir quelque chose qui pourrait dater de l'époque romaine. Je dis bien pourrait, c'est une exception dans la collection de l'osmothèque. C'est une interprétation à partir, non pas d'une formule originale, mais d'une recette. Parce que vous savez que pendant longtemps, les parfums étaient inscrits dans des cahiers, dans des manuels, avec des recettes. Et en fait, ce parfum précisément a été retrouvé dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, dans le livre 13, au chapitre 2,
Et ce parfum, les ingrédients du parfum sont précisés par Pline l'Ancien, donc il y en a 27, mais en revanche, il n'y a pas les quantités. Donc il a fallu toute l'expertise de Jean Kerléo en tant que parfumeur pour essayer d'équilibrer ce parfum au mieux avec toutes les matières premières pour en faire quelque chose qui s'approchait sans doute de ce qu'on pouvait sentir au 1er siècle après Jésus-Christ. C'était un parfum extrêmement prestigieux qui avait été fait au départ pour le roi des Parthes et qui contient beaucoup d'épices, beaucoup de matières premières qu'on pouvait broyer à cette époque-là pour constituer le parfum, des gommes, des résines, de l'opoponax, de la myrrhe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça pose des questions sur comment on conservait les parfums, par exemple, à cette époque. Et on voit que 3 ingrédients sont essentiels. Ce sont le miel, l'huile de benne et le vin, qui contribuent à la conservation des parfums, puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas encore découvert l'alcool, et donc on ne pouvait pas conserver les parfums dans l'alcool. Et là, on voit toute la richesse de pouvoir sentir, avoir une approche sensorielle de cette histoire de la parfumerie. C'est ça qui compte beaucoup à l'osmothèque. Là, vous avez senti le parfum royal, et ça a créé un certain nombre d'émotions chez vous, et en fait, c'est ça, l'osmothèque, c'est aussi un conservatoire d'émotions parce que tous ces parfums qui sont là, sont dans leurs petits flacons, créent chez nous des émotions en lien avec tout ce que nous avons vécu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les parfums, ça touche à la fois la mémoire individuelle de chacun et aussi la mémoire collective, la mémoire d'une époque. L'avenir de l'osmothèque, c'est évidemment de poursuivre ces 3 missions que sont la préservation, que sont la transmission et que sont la recherche, donc sur le parfum, mais de façon peut-être plus large, plus visible, et continuer à rassembler, à fédérer les chercheurs, la profession et les passionnés de culture autour de l'odorat, donc sur les missions de l'osmothèque. On est dans un contexte qui a changé. Quelque part, cette crise du Covid, ça aura été le révélateur aussi peut-être d'un regain d'intérêt pour la chose odorat, la chose parfum, parce que finalement, on s'est tous aperçus de ce qu'apportait la dimension olfactive, et ça a nourri peut-être et accéléré toutes ces réflexions qui étaient en germe sur le patrimoine sensoriel, qui est un patrimoine plus large que le patrimoine olfactif, et dans lequel s'inscrit ce patrimoine olfactif que nous préservons. En fait, l'osmothèque contribue à rendre conscient un patrimoine inconscient. En fait, tout le monde est intéressé par les parfums, par les odeurs, mais n'en a pas forcément conscience. Et dans ce contexte où justement la notion de patrimoine olfactif s'élargit, on peut penser que l'osmothèque aussi va contribuer à cette ouverture en incluant par exemple dans sa collection certains éléments de la parfumerie fonctionnelle à travers le temps. L'avenir de l'osmothèque se dessine forcément au travers d'un nouveau modèle et d'un nouveau lieu qui sera ouvert au public avec pignon sur rue et qui permettra d'accéder de façon peut-être plus facile et plus simple aux merveilles de cette collection. Donc nous avons de grandes ambitions pour notre conservatoire et ça passe forcément par la reconnaissance en fait de cette œuvre que nous faisons de façon désintéressée. L'osmothèque est une association à but non lucratif, elle est indépendante, neutre et elle est finalement un trait d'union entre une industrie, celle du parfum, et un univers culturel qui s'intéresse de plus en plus à la chose olfactive sous l'angle précisément de la culture et du patrimoine. Donc cette évolution que l'on voit de l'osmothèque s'incarnera dans un autre modèle de lieu pour lequel il reste beaucoup de choses à faire. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.